Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cet atelier de sensibilisation à l'ingénierie financière que nos amis de Verso Healthcare aujourd'hui présents ont la gentillesse de bien vouloir animer. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à Sébastien Topiac. Bonjour à toutes et à tous et merci encore à French Healthcare d'avoir accepté notre proposition, c'est-à-dire cette intervention sur la sensibilisation à l'ingénierie financière et à l'intérêt du financement de manière générale pour se développer sur d'autres territoires que la France, puisque c'est naturellement l'objectif premier de l'association, c'est d'aider ses membres à se développer en dehors de nos frontières. Et donc, la date du 17 juin tombe bien puisqu'elle tombe pile poil avec notre séminaire commercial groupe qui explique que j'ai donc de nombreux collègues et amis dans mon bureau et donc chacun représentant, j'allais dire, un territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui positionnés puisque le groupe Verso Healthcare est présent aujourd'hui en France, en Suisse, au Benelux, en Italie et en Espagne, et donc devrait d'ailleurs poursuivre ensuite son positionnement européen, probablement par l'Allemagne, par exemple. C'est un sujet aujourd'hui qui est en réflexion. Donc Sébastien Topiac, donc, directeur du développement au sein du groupe Verso Healthcare, ingénieur biomédical de formation. Et comme on le disait à l'instant, donc j'ai rejoint ce groupe pour en assurer le développement, mais également le pilotage des activités, notamment dans le secteur public, puisque le secteur public est un secteur aujourd'hui qui de plus en plus recourt à l'ingénierie financière et au financement, et on en parlera peut-être parce qu'on a souvent cette image du leasing ou de la location avec option d'achat dans le secteur privé, mais de plus en plus de centres hospitaliers, de groupements hospitaliers de territoire, ou encore de centrales d'achat d'ailleurs, hein, et j'en viens, UGAP, UniAchat, RESA ou autres, naturellement aujourd'hui, cherchent à intégrer dans leur contrat public des modèles économiques liés au financement ou à l'usage. Donc, ravi en tout cas de participer aujourd'hui à cette session. Alors, il y a une première partie qui est plus un peu contextuelle pour vous sensibiliser un peu à cet environnement et surtout aux évolutions rapides et à l'introduction de ces modèles économiques dans aujourd'hui l'achat de dispositifs médicaux en France et en Europe. Et puis, naturellement, on a aussi prévu un temps d'échange et de questions auxquels nous répondront bien sûr avec grand plaisir. Voilà. Alors, c'est vrai, quand j'ai proposé à French Healthcare ce sujet, on en a pas mal parlé avec Elisabeth. C'est vrai que souvent, les sujets qui vous sont proposés sont très soit techniques, cliniques, soit réglementaires ou juridiques. Et il nous est apparu pertinent d'essayer en tout cas de vous convaincre ou de vous aider sur ce sujet, puisque aujourd'hui, lorsque vous êtes une entreprise, notamment française, on le voit nous, proposer à vos clients des solutions de financement ou des modèles économiques différenciants devient de plus en plus un élément de différenciation par rapport à des concurrents ou à des multinationales qui, depuis longtemps d'ailleurs, ont souvent intégré le financement dans leur stratégie, notamment au travers de captives d'ailleurs, de location ou bancaires. Donc d'où le choix aujourd'hui de ce sujet. Alors, c'est naturellement souvent un moyen d'apporter une plus-value à vos offres commerciales. C'est naturellement aussi la question posée de comment aider vos clients à valoriser et revendre leurs anciens équipements. Hein, ça, on l'oublie trop souvent, mais aujourd'hui, lorsqu'on propose des dispositifs médicaux à un client, naturellement, l'aider aussi à valoriser et revendre les équipements que vous allez remplacer, qu'ils soient de votre marque ou d'une marque concurrente d'ailleurs, est un élément de plus en plus important. Et puis ensuite, on voit aussi émerger, alors on pense souvent au crédit buy ou au leasing, mais on voit aussi émerger de plus en plus de modèles dits de pay-per-use, hein, c'est-à-dire de modélisation à l'usage ou de paiement à l'usage. Et donc, on essaiera naturellement de vous éclairer aussi sur ces sujets. Voilà. Alors, je vais couper mon téléphone. Hop, voilà. Alors, grande tendance, souvent les acheteurs, publics ou privés, regardaient l'achat de dispositifs médicaux au travers du prix et uniquement du prix. Et on voit aujourd'hui que finalement, les acheteurs que l'on côtoie, que ce soit des professionnels de santé libéraux, des cliniques,
des hôpitaux, des GHT ou des centrales d'achat, puisque je les côtoie régulièrement. De plus en plus, on voit émerger dans le choix ou dans les appels d'offres une approche en coût complet qui comprend les différents éléments que vous avez à l'écran. Premièrement, de plus en plus, il vous est demandé de proposer à vos clients ou aux clients une solution de valorisation ou de reprise des équipements que vous allez remplacer. Nous voyons aussi émerger de plus en plus de demandes de leaseback, c'est-à-dire le rachat par un prestataire financier du parc d'équipements dont l'hôpital est propriétaire pour le mettre en location, c'est-à-dire pour regagner de la trésorerie et ensuite pour passer en mode location. Vous avez naturellement le prix des équipements et des services associés. Alors, beaucoup de fournisseurs aujourd'hui viennent nous voir pour être accompagnés sur le financement pour deux raisons principales. La première, c'est le délai de paiement, puisque naturellement, c'est nous qui payons nos partenaires et qui allons facturer les loyers à nos clients. Et donc, le fabricant ou le distributeur est payé immédiatement de son équipement et c'est nous qui allons facturer les loyers et recouvrer les sommes. Donc, ça permet à pas mal d'entreprises, naturellement, lorsqu'ils accompagnent leurs clients vers des modèles économiques de financement, de bénéficier de délais de paiement très réduits, parce que nous payons par exemple aujourd'hui nos partenaires ou nos fournisseurs entre 3 et 4 jours au moment où l'équipement est déployé et nous déclenchons le contrat de location auprès du client et facturons les loyers. Et puis aussi, beaucoup de fournisseurs viennent nous voir pour nouer des partenariats, pour les aider à introduire de nouvelles technologies. Puisqu'aujourd'hui, si vous n'aidez pas vos clients à remplacer leur technologie, bien naturellement, il vous est plus difficile d'introduire vos produits ou d'introduire de nouvelles gammes. Donc, vous voyez, c'est un débat qu'on a par exemple en ce moment sur le sujet alors très technique des ventilateurs de réanimation. Mais quand vous avez une crise qui a inondé le marché mondial de ventilateurs de réanimation, si les fournisseurs ne prennent pas de dispositions pour accompagner leurs clients sur l'audit du parc, la reprise des ventilateurs, eh bien ce marché est, on va dire, est mort pour les 7-8 prochaines années. Il n'y aura plus aucun investissement dans les cliniques ou les hôpitaux en ventilateurs de réanimation et aucun fournisseur ne pourra naturellement introduire ni de nouvelles machines, ni de nouvelles gammes. Donc, par exemple, aujourd'hui, accompagner les clients sur la reprise de ces équipements et la revente peut être un élément différenciant. Autre point qui aujourd'hui apparaît dans les contrats privés au public, c'est naturellement tout ce qui est ingénierie financière. Les clients veulent passer de la propriété à l'usage. C'est une tendance de fond de la société d'ailleurs dans laquelle on vit. Vous avez de plus en plus des clients qui veulent un coût complet qui intègre les aménagements, les travaux, les logiciels, les upgrades. Donc, de plus en plus finalement des clients qui veulent, dans le monde médical, connaître ce qu'ils ont aujourd'hui, par exemple avec leur voiture. Les gens ont acheté des voitures, puis les ont achetées à crédit, maintenant veulent payer un usage, veulent payer au kilomètre. C'est exactement finalement la tendance que nous constatons dans le secteur des dispositifs médicaux. Alors, pas qu'en France, sinon nous n'aurions pas proposé cet atelier à French Healthcare, mais c'est également une tendance que l'on rencontre avec nos collègues en Suisse, au Benelux, en Italie et plus récemment en Espagne, tous les systèmes de santé ayant pour vocation d'apporter davantage de réactivité et d'efficience. Voilà un petit peu la tendance. Alors, une approche en coût complet. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un appel d'offres public sans une analyse en coût complet et la tendance est à peu près la même dans des grands groupements privés où finalement la recherche n'est plus uniquement sur le prix de l'équipement. Alors, le groupe Verso Healthcare, pour le présenter aux adhérents de French Healthcare. Alors, Verso Healthcare, c'est aujourd'hui un groupe qui fête ses 11 ans, qui a fêté ses 11 ans, qui est présent sur les différents territoires que j'évoquais tout à l'heure. C'est près de 470 millions d'euros aujourd'hui d'équipements médicaux, principalement dispositifs médicaux qui sont en location, en parc. Plus de 60 000 équipements aujourd'hui sont financés par le groupe Verso Healthcare, la quasi-totalité aujourd'hui en France et en Suisse, et avec une montée en puissance progressive sur les territoires autres que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça va de l'instrumentation dentaire du dentiste libéral jusqu'à l'équipement de radiothérapie de centres de lutte contre le cancer.
Donc, ce sont aujourd'hui des modèles économiques qui vont de loyers de quelques dizaines d'euros par mois à potentiellement quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Tout ça pour dire que tout dispositif médical, potentiellement, à court, moyen ou long terme, entrera dans ce champ de modélisation économique de l'usage. Pour tout vous dire, je vais prendre l'exemple assez concret du lit médicalisé ou du lit de long séjour ou du lit de maison de retraite. Il y a encore 1 ou 2 ans, personne n'imaginait que ce type de dispositif rentrerait un jour dans un modèle de financement. Durée de vie d'un lit 12, 13, 14 ans, coût unitaire relativement faible. Il vous suffit d'amener du digital sur le lit, c'est-à-dire des capteurs, de l'information, de la donnée, pour que l'équipement qui devait durer 14 ans, finalement, soit à renouveler tous les 5, 6 ou 7 ans, et vous multipliez le coût par 2 ou par 3, et donc vous vous retrouvez dans un dispositif qui, en 2 ans, finalement, est entré dans la grande famille des dispositifs, en tout cas éligibles ou pertinents en matière de modélisation économique ou de financement. Alors, si j'exclus les consommables naturellement médicaux, on va dire qu'aujourd'hui, une très, très grande partie des dispositifs médicaux désormais entrent dans ce champ du financement locatif, et ce n'est pas réservé aux échographes, ce n'est pas réservé aux salles de radiologie, ce n'est pas réservé aux scanners, aux IRM. On a aujourd'hui des demandes naturellement sur du mobilier médicalisé, sur des endoscopes, sur des ECG, sur des pousse-seringues, sur des petits équipements d'exploration fonctionnelle. Donc aujourd'hui, c'est une tendance de fond. Voilà, et donc nous sommes adhérents également, nous le revendiquons sur cette slide d'ailleurs, bien sûr, à l'association. 350 partenaires actifs, hein, donc nous avons aujourd'hui 350 fournisseurs, fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux avec lesquels nous travaillons. Alors, ça peut être des dépôts dentaires, hein, dans ce monde très spécifique du dentaire, jusqu'à des fournisseurs de dispositifs, fabricants français de matériel médical. Elisabeth, les questions, on les prend à la fin, au fur et à mesure, comme vous voulez. On n'est pas très nombreux, donc s'il y a des questions, je pense qu'on peut Oui, les oui. faire au fur et à mesure. Voilà, si vous avez un moment des interrogations ou des questions sur mes propos ou des commentaires, n'hésitez pas. Je pense que ça rendra encore plus animé voilà, cette présentation. Donc, groupe 100% français, hein. Le groupe Verso Healthcare a comme premier actionnaire la MACSF, qui, comme vous le savez, est le premier assureur des professionnels de santé libéraux en France, avec 1 million de sociétaires. Et donc, la MACSF est à la fois une banque et un assureur, et donc nous accompagne comme prestataire d'ingénierie financière et de services sur des projets naturellement relatifs à leurs activités de banque, de bailleurs ou d'assurance, et puis surtout nous met également à disposition potentiels près de 900 000 sociétaires ou clients sur des sujets qui les intéressent, qui sont ceux du financement de dispositifs médicaux ou de logiciels d'ailleurs, hein. Je parle beaucoup d'équipements médicaux depuis tout à l'heure. Nous avons aussi de plus en plus de demandes de financement sur du soft pur, sur du logiciel ou sur de l'infrastructure informatique. Donc, des solutions d'e-santé sont également totalement éligibles à ces modèles économiques. Les 3 grandes activités aujourd'hui de Verso Healthcare, alors on va faire un focus aujourd'hui sur l'ingénierie financière, mais on intervient via l'ensemble de nos filiales, hein, puisque c'est un groupe constitué de plusieurs filiales. Nous intervenons sur l'audit, conseil et pilotage d'activités cliniques, sur le financement de dispositifs médicaux et d'infrastructures informatiques. Nous avons une filiale que certains d'entre vous peut-être connaissent, puisqu'elle est assez connue, qui s'appelle Value Medical, qui est une société bretonne, dont le siège est à Saint-Briac et dont le métier historique est de valoriser des dispositifs médicaux et de les revendre aux meilleures conditions pour les professionnels de santé, les cliniques ou les hôpitaux, puisque nous avons un réseau de près de 350 acheteurs mondiaux que nous sollicitons dans l'intérêt de nos clients pour la valorisation et la revente de manière totalement sécurisée, réglementaire et tracée de dispositifs médicaux. Et puis, vous le voyez en haut à gauche, nous sommes aussi désormais positionnés sur des sujets d'e-santé, de systèmes d'information, de cybersécurité, qui est le sujet, d'ailleurs, à notre avis, de l'année 2021-2022. D'ailleurs, on a, je crois, Elisabeth, à la rentrée, un atelier sur le sujet. Tout à fait.
Voilà. Sujet ô combien important parce que, pour vous donner un exemple, nous sommes actuellement sollicités par un groupement hospitalier de territoire qui souhaite auditer l'ensemble de ses équipements médicaux sur l'ensemble des hôpitaux, non pas d'un point de vue clinique, non pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue sécurité numérique. C'est-à-dire que les ingénieurs hospitaliers, aujourd'hui, sont sollicités par les directions générales des hôpitaux pour auditer et identifier les risques potentiels liés à la sécurité numérique des dispositifs médicaux en parc, puisque un équipement médical connecté peut aujourd'hui devenir la porte d'entrée à une attaque ou à une cyberattaque et naturellement engager la responsabilité civile ou pénale du directeur de l'hôpital. Et donc, souvent oubliés, les dispositifs médicaux désormais rentrent, j'allais dire, dans le champ d'analyse de risque en matière de sécurité numérique des cliniques et des hôpitaux, ce qui veut dire que les fabricants ou les distributeurs vont devoir, j'allais dire, disposer, outre d'arguments, d'un discours commercial et marketing autour de leurs dispositifs médicaux sur le sujet de la sécurité numérique. Et nous sommes en train de discuter d'ailleurs avec une filiale France d'un grand groupe international de fabricants de dispositifs médicaux pour les accompagner sur le territoire français, sur l'audit de leur documentation, sur la formation de leur réseau commercial et sur la rédaction de leur documentation marketing pour naturellement convaincre leurs clients que les dispositifs médicaux que vous proposez sont sûrs, ou à minima en tout cas le sont, sur le sujet de la sécurité numérique. Alors ça, c'est plus un témoignage ou un regard d'ingénieur biomédical que je vous donne, mais pour vous qui fabriquez ou qui distribuez des produits médicaux, c'est un sujet qui va maintenant aller très très vite et qui va probablement vous amener dans des réponses à des marchés publics, privés, voire même dans vos conditions générales, à intégrer le sujet de la sécurité numérique et de la cybersécurité. Des points, des questions, des remarques sur ces sujets? Alors bien sûr, là on parle de tous les dispositifs médicaux potentiellement connectés ou connectables ou générateurs de données, mais vous me direz qu'à terme, peu de dispositifs médicaux vont subsister sans aucune interface, sans aucune donnée. Ça va rester relativement rare. Oui, moi j'ai juste une question. Oui. Vous avez cité un certain nombre de pays. C'est uniquement les pays dans lesquels vous agissez? Ah, je vous entends pas. C'est uniquement les pays sur lesquels vous proposez vos services. Il n'est pas Oui. possible d'avoir un contrat de leasing au UK, par exemple. Non, aujourd'hui, non. Sauf à ce que Gilles me dise oui, mais pas encore. C'est-à-dire que l'implantation d'un prestataire d'ingénierie financière comme Verso Healthcare sur un pays ne relève pas que d'un sujet de présence de filiales, de locaux ou de compétences ou de commerciaux. Ça relève naturellement sur le territoire donné d'un certain nombre déjà, de l'intégration déjà des spécificités du pays. Puisque on a beau être, alors le UK c'est encore différent, mais on a beau être en Europe, il y a un certain nombre de spécificités. Et puis naturellement, lorsque nous nous sommes implantés sur ces différents pays, vous avez un certain nombre d'exigences dans la relation avec les banques, les bailleurs, puisque nous refinançons nos contrats de location, ou avec les assureurs. Donc le travail pour nous d'implantation sur un pays est assez important. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous ne sommes capables de proposer nos prestations et principalement de financement d'ailleurs, uniquement sur les territoires que j'ai cités en introduction. Tout à fait. Très bien, merci. D'autres questions, remarques? Sachant que ces problématiques que j'évoque, notamment de cybersécurité, ne sont pas propres à la France. Naturellement, les professionnels de santé des autres pays ont naturellement les mêmes problématiques de responsabilité de cyberattaque. Voilà. Alors, vos attentes aujourd'hui en tant qu'acteur du dispositif médical. Alors, la plupart des entreprises qui viennent nous voir pour nouer des partenariats aujourd'hui nous disent comment pouvez-vous nous aider à nous différencier de nos concurrents? Dès lors que la différenciation sur la partie technique, clinique, SAV est de plus en plus difficile, il faut bien que j'arrive à me différencier en France ou en Europe d'ailleurs, surtout quand je suis face à des concurrents qui potentiellement ont en plus des solutions de financement intégrées
ou des sociétés captives de financement. Et donc, la première question qui nous est posée aujourd'hui, et quand on travaille avec un partenaire sur des offres de financement, c'est d'abord pour l'aider à se différencier de plus en plus de ses concurrents, puisqu'il a de plus en plus de mal à le faire d'un point de vue clinique ou d'un point de vue technique. La deuxième demande qui nous est faite dans le cadre de nos partenariats, c'est sortir du critère prix. C'est-à-dire que tant que le client achète un bien, naturellement, il a facilité à en comparer la valeur et a tendance à aller, alors avec plus ou moins de réalité, mais vers le -10 ans. Et donc, finalement, aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs du secteur médical font exactement d'ailleurs ce qu'ont fait les fournisseurs de l'automobile, hein. C'est-à-dire vous emmenez ou tenter d'emmener le client vers un modèle économique plus difficilement comparable. Et il est vrai que des modèles de financement, des modèles de pay-per-use sont plus difficiles à appréhender par les bénéficiaires, par les clients, et naturellement permettent… Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des modèles qui trompent le client. Ça veut dire que quand vous avez un modèle en pay-per-use, vous avez naturellement un modèle qui est coût complet, qui intègre l'équipement, la maintenance, l'entretien, les consommables, etc. Et qui traduisent au client une réalité économique plus proche que le prix. Combien de dispositifs médicaux aujourd'hui sur le marché ont un prix très bas, mais coûtent substantiellement beaucoup plus en matière de consommables, en matière d'entretien, en matière d'upgrade, en matière de je ne sais quoi, ou en matière d'aménagement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, clairement, on accompagne pas mal de sociétés pour finalement les aider à modéliser une offre en coût complet. C'est aussi un élément de fidélisation de vos clients. On sait que naturellement, proposer à vos clients une approche plus en coût complet, plus globale, plus sur la durée, c'est aussi plus d'échanges et c'est aussi une relation plus pérenne. C'est pour ceux qui nous écoutent en direct ou ultérieurement, c'est aussi aujourd'hui savoir répondre aux centrales d'achat privées et publiques. Alors, en France, bien évidemment, mais les centrales d'achat européennes, pour bien les avoir fréquentées quand j'étais à l'UGAP, s'orientent toutes dans leur contrat vers des modèles en coût complet et vers des modèles de leasing ou de pay-per-use. Donc, ce n'est pas une spécificité française, ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez en mesure en France, mais aussi sur ces territoires, d'avoir des partenariats ou d'avoir un partenariat fort avec un prestataire d'ingénierie financière ou un loueur, parce que naturellement, ce n'est pas au moment où il faut répondre à l'appel d'offres qu'il faut trouver le partenaire financier. Donc nous, aujourd'hui, on travaille de longue date avec un certain nombre de sociétés de matériel médical et on répond avec elles à plusieurs marchés publics. Et donc, on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît, on comprend les offres, on sait les modéliser. Donc, attention, j'ai vécu 20 ans dans les marchés publics. Ce n'est pas la veille de réponse à un marché public qu'on trouve un partenaire bancaire ou un partenaire financier. La réponse à un marché public, c'est bien plus qu'un loyer, c'est bien plus que des coefficients financiers appliqués à un bordereau de prix unitaire de fourniture. Et puis, c'est, je le disais tout à l'heure aussi, naturellement, en proposant de nouveaux modèles économiques, c'est accompagner vos clients dans un parc up-to-date et l'introduction de vos nouvelles gammes tous les 5, 6 ou 7 ans chez le client qui est en contrat de location. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui quelles sont les raisons, alors peut-être que mes collègues en ont d'autres, mais sont les raisons aujourd'hui principales pour lesquelles aujourd'hui des sociétés, distributeurs ou fabricants de matériel médical nous sollicitent aujourd'hui pour travailler conjointement sur des offres de financement. Alors pendant longtemps, nous étions contactés parfois à la dernière minute, d'ailleurs par les fournisseurs, parce que le client n'avait pas de budget. Ça, c'est quand même, alors c'est encore le cas, hein. C'est-à-dire que des clients finalement disent aux fournisseurs, trouvez-moi une proposition de financement, je veux bien votre équipement, mais je n'ai pas l'argent, donc trouvez-moi vite une offre de location. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, que ça n'existe pas. Je dis qu'aujourd'hui, la tendance du marché, elle est quand même à chercher du financement pour de la valeur et non plus chercher du financement parce que je n'ai pas le budget d'investissement. Voilà, c'est clair. Questions, remarques sur ces sujets? Non. Alors, les fondamentaux du financement.
Tendance de fond, passage progressif de la propriété à l'usage, vous le vivez dans votre vie quotidienne, donc le secteur médical n'échappe pas finalement à cette tendance. Renouvellement plus rapide des équipements, digitalisation accélérée, j'en donnais l'exemple tout à l'heure avec le lit hospitalier. La crise sanitaire a naturellement démontré qu'être propriétaire d'un équipement, c'était à la fois, ça pouvait être un problème parce que naturellement, quand on sait le nombre d'équipements qui ont été achetés pour répondre à cette crise et qui ne serviront plus dans quelques semaines, on s'interroge vraiment sur la pertinence financière de ces modèles. Donc, c'est naturellement un enjeu de gestion de crise, mais c'est aussi permettre à vos clients d'être plus souples, plus réactifs. Donc, tendance de fond, les hôpitaux, les cliniques, les professionnels, aujourd'hui, commencent enfin, de manière significative, à rechercher des solutions plus souples, plus réactives, en se disant finalement, à quoi sert d'être propriétaire d'un bien? Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est d'être propriétaire d'un bien ou c'est d'en avoir toujours l'usage? Et c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure. Le marché de l'automobile en France est passé en 5-6 ans, est passé d'un marché dont 80% du marché était de l'achat à aujourd'hui un marché de location, de LLD, de LOA ou autre qui doit être de l'ordre de 60-65% désormais en France sur le véhicule particulier. Donc, ces marchés se sont totalement inversés et le marché médical va exactement suivre cette tendance de fond. Voilà, c'est un peu l'image que vous aviez à l'écran. Alors, le médical est déjà bien avancé sur ces sujets. Vous avez quelques exemples à droite. Le secteur de la dialyse, déjà, est très avancé. Par exemple, la quasi-totalité maintenant des centres de dialyse recourent au coût à la séance. C'est-à-dire qu'ils souscrivent auprès d'un fournisseur un coût à la séance et le fournisseur met à disposition les générateurs de dialyse, les consommables, le traitement de l'eau, voire même le fauteuil, le casque de réalité virtuelle pour la séance de 4 heures. Donc aujourd'hui, par exemple, pour illustrer, le secteur de la dialyse est déjà aujourd'hui sur ce type de modèle. Le secteur du laboratoire l'est aussi de plus en plus, coût au test patient rendu. On voit arriver dans le domaine de l'hébergement médicalisé ou de long séjour ce modèle, c'est-à-dire un paiement à l'année d'un nombre de séjours et le fournisseur met à la disposition le lit, la chambre, le mobilier, le digital. Et puis, vous avez un exemple, alors on ne finance pas d'hélicoptère chez Verso, mais par exemple, vous avez eu il y a quelques années une bascule totale des CHU en France qui sont passés de la propriété de l'hélicoptère et du personnel à un modèle de location à l'heure de vol des hélicoptères du SAMU ou des secours. En France, quasiment plus aucun CHU n'est propriétaire de son hélicoptère et a comme salarié des pilotes d'hélicoptère. Aujourd'hui, c'est de la prestation à l'heure dans un marché public qui est dans un modèle d'usage en réel constaté. Donc voilà un petit peu la tendance de fond et qu'on rencontre, je vous disais, alors de manière plus ou moins importante en fonction des pays, en fonction des facilités de recours au financement aussi, qui n'est pas obligatoirement le même quand vous êtes peut-être un établissement français, un établissement belge, un établissement italien ou suisse ou espagnol, mais c'est une tendance, voilà, de fond. Alors, on a souhaité avec mes collègues intégrer cette slide. Souvent, on mélange un peu tout quand on parle de financement. Il y a naturellement différents modèles, vous avez à l'écran, de financement. Tous les modèles n'ont pas les mêmes impacts d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue comptable. Et donc aujourd'hui, les hôpitaux, les cliniques recourent à tel ou tel modèle en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, on va dire que chez Verso Healthcare, on rencontre encore de manière assez forte surtout l'allocation avec option d'achat et l'allocation opérationnelle, qui sont les modèles qui se rapprochent le plus de l'usage. Alors, c'est vrai que l'allocation avec option d'achat est encore assez utilisée par les hôpitaux, notamment, parce qu'elle permet de garder ce sentiment de propriété, qui est un sujet très culturel en France et beaucoup moins rencontré en Angleterre ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, on a encore une culture
d'ailleurs assez généralisée, de la propriété. On aime bien être propriétaire de biens, même s'ils ne valent plus rien au bout de 6 mois, on est propriétaire de quelque chose. Donc voilà, donc on voit encore beaucoup en France. Alors je ne sais pas si mes collègues ont le même avis dans d'autres pays, mais est-ce que finalement l'option d'achat reste encore une tendance? Voilà, ils me disent oui. Donc voilà. Alors c'est pas surprenant parce que la location avec option d'achat, c'est une forme peut-être de transition entre la propriété et le pay-per-use. C'est-à-dire que je rentre progressivement dans un modèle qui est de dire je loue, mais je peux encore à la fin être propriétaire lever une option d'achat et devenir propriétaire d'un équipement que j'ai financé sur 7-8 ans et je vais le garder 10, 11, 12 ans. Voilà. Donc ça, c'est une tendance de fond que l'on pratique couramment chez Verso Healthcare. Et puis, alors, lorsque l'idée même de conserver le bien au bout de la durée du contrat n'a plus de sens, eh bien, on est plutôt sur de la location opérationnelle. Alors, souvent, c'est vrai que quand le contrat permet de couvrir la durée normale d'amortissement, eh bien, la location opérationnelle a plus de sens. Par exemple, c'est vrai que sur un scanner ou une IRM, notamment en France, sur des durées d'autorisation de 7 ans, si j'ai un contrat de 7 ans, la location opérationnelle a beaucoup plus de sens. Je ne vais naturellement pas lever une option d'achat pour garder un équipement que je ne comptais pas garder. Après, sur des lits hospitaliers, par exemple, faire de la location avec option d'achat sur 7-8 ans, ça peut avoir du sens parce que je me dis, je vais conserver le bien que j'ai financé peut-être encore 2, 3 ou 4 ans. Donc voilà un petit peu les tendances de fond. Le modèle ultime étant ce qu'on appelle le pay-per-use, hein, c'est-à-dire j'ai une activité et je paye à l'activité. J'ai 2000 séances de dialyse par an, eh bien, je vais être facturé de 2000 séances de dialyse à X euros la séance et le fournisseur s'occupe pour ce montant-là de tout en matière de matériel, de maintenance, de logiciel, etc. Alors, ces modèles-là, souvent, plaisent quand vous avez un système de remboursement qui est clair. Vous savez que la séance de dialyse est remboursée 200 euros, vous l'achetez 150 euros par an auprès d'un prestataire, vous calculez immédiatement, j'allais dire, la différence entre le montant remboursé à la séance et le montant que vous coûte la séance. C'est comme le coût au test patient rendu en laboratoire, par exemple, également, qui sont des modèles assez courant. Donc voilà, donc vous avez un petit peu résumé sur ce graphique un certain nombre d'éléments. Alors c'est vrai que dans le secteur, ce qui peut différencier fortement le public du privé sont les impacts comptables. Vous avez naturellement dans le privé un certain nombre de réflexions autour de l'optimisation fiscale qui peut être intéressant sur des projets de financement. Dans le public, souvent le problème qui se pose, c'est que les hôpitaux n'ont pas toujours prévu en budget d'exploitation la dépense de location et ont souvent encore des budgets d'investissement très conséquents puisque les hôpitaux culturellement sont propriétaires et donc parfois les hôpitaux veulent louer mais ne le font pas parce qu'ils ont une forme de budget d'investissement à engager ou à dépenser de peur de le perdre. Alors ça c'est très secteur public, hein, je l'ai connu pendant des années précédemment, c'est un peu l'idée de dire si je ne consomme pas mon budget, je n'aurai pas le budget l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est l'histoire de faire tourner le véhicule, de mettre de l'essence dans la voiture à l'armée et de la faire tourner quoi, pour user le budget d'essence. C'est un peu l'image qu'on a parfois un peu voilà, pour ceux qui ont fait le service militaire. Voilà. Voilà, vous avez des questions sur les modèles, sur oui, tous ces modèles Monsieur Tobiac. Oui. Monsieur Lorecki, Bertin Medical West. Oui. La propriété du matériel, si je vois bien votre slide, et ce que je pensais, en fait, appartient toujours au fournisseur en tant que tel, jusqu'à la levée éventuelle de l'option d'achat. C'est bien ça? Non. Non, c'est-à-dire que dans un modèle d'achat, dans un modèle traditionnel, c'est le client naturellement qui achète le bien, qui en est propriétaire. Quand le client souscrit une offre de financement, et notamment auprès de Verso Healthcare, nous allons par exemple refinancer ce contrat de financement, puisque vu les 470 millions, ce n'est pas sur nos fonds propres, nous allons refinancer auprès d'une banque ce contrat de financement, nous allons le céder, et donc c'est la banque qui est propriétaire du bien, puisque nous vous avons payé à vous, fournisseurs, ce bien.
Donc, vous avez touché l'intégralité du bien au moment où il a été mis en service et que le contrat de location. Donc, le propriétaire de l'équipement, c'est le loueur ou, le cas échéant, la banque. D'accord. Donc, globalement, c'est vraiment une vente. Pour le fournisseur, c'est une vente par Oui, organisation. C'est bien ça. dans ces cas-là, naturellement, pour quotidiennement, vous allez nouer un partenariat avec nous. Nous allons faire à un de nos clients communs une proposition de financement sur un de vos équipements. Oui. Le client va souscrire cette offre de financement après qu'on ait vérifié l'éligibilité du client, le risque, puisqu'il y a un risque toujours naturellement, hein, comme opérateur de financement. Et donc, si nous validons ce projet, naturellement, nous allons vous passer commande pour le compte du client final de ces équipements. Vous allez livrer, installer l'équipement, le cas échéant. Vous allez nous facturer en tant que loueur de ces équipements. Nous allons vous régler, d'où le délai de paiement. Nous allons vous payer l'installation. Le cas échéant, ensuite, on fera du prélèvement pour compte des contrats de maintenance, puisque vous avez les prestations de maintenance. Donc, dans ce cas-là, on prélève pour compte d'ailleurs la maintenance et on vous la reverse. Oui. Mais on le prélève pour compte. Ça nous permet d'avoir dans un seul loyer pour le client le financement de l'équipement et la maintenance. C'est plus simple pour l'hôpital ou la clinique. Mais oui, pour vous, c'est une… Pour vous, enfin, sauf à ce que mes collègues me disent le contraire, pour vous, c'est une vente. D'accord. Ça, c'est un point très important. Parce que, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait une vente et c'est une avance de trésorerie, mais que le transfert de propriété appartient toujours à la société. Et donc, du point de vue comptable, ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, enfin pour nous aujourd'hui, c'est naturellement une vente. Et donc, vous l'enregistrez comptablement comme si vous aviez vendu au client final l'équipement. C'est aussi pour ça que certains fournisseurs ou certains partenaires nous sollicitent, notamment dans des fins de période d'exercice, sur certains sujets, parce que naturellement, ça leur permet, un, de faire la vente et deux, d'être payés immédiatement. Là où nous allons facturer la clinique, l'hôpital ou le professionnel de santé et faire courir les délais de paiement. Ok. Qui sont naturellement 3-4 jours. Deuxième question à vous poser. Dans le cas où la société, l'hôpital, en l'occurrence, ne lève pas l'option d'achat, c'est-à-dire il considère que, bon, Oui. merci, à ce moment-là, a priori, votre organisation ou la banque, Oui. qui est passée à la banque, récupère le matériel. Oui. Qu'en fait-il? Est-ce qu'on peut le racheter? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs solutions. En effet, on est ou la banque est propriétaire d'ailleurs du bien. Alors, le client peut très bien, soit en location opérationnelle, soit en LOA, ne pas lever l'option d'achat dans le cas de la LOA. Donc, nous, il y a plusieurs solutions. Naturellement, nous sommes propriétaires de l'équipement. Donc, nous pouvons, sauf accord avec le fournisseur, vous pourriez très bien nous dire en tant que partenaire, je veux moi prioritairement le récupérer. Vous pourriez très bien en tant que fabricant nous dire, moi, je veux avoir une option prioritaire pour récupérer mon matériel à la fin de votre contrat. Donc ça, ce sont des conditions que nous pouvons convenir ensemble et donc nous allons convenir de la valeur de rachat par vos soins de l'équipement, naturellement. Soit alors personne ne le récupère, nous le récupérons. Donc soit nous allons, s'il ne vaut rien, le déchétiser, donc assurer l'enlèvement, transport et autres, donc en ayant veillé de toute façon à intégrer dans l'offre de financement ces coûts et ce risque. Soit nous allons utiliser notre filiale Value Medical pour valoriser et revendre au niveau international ce bien et naturellement en toucher la somme correspondante. Mais dans beaucoup de cas de figure, ces aspects-là sont vus, c'est pour ça que je parlais d'un partenariat, sont vus conjointement avec notre partenaire au début du contrat pour naturellement que les choses soient claires 5, 6, 7 ou 8 ans, après. Alors, surtout lorsque le fabricant veut qu'il y ait une valeur résiduelle importante, vous pourriez très bien nous dire, moi, je souhaite reprendre les équipements au bout de 7 ans et je considère que je peux m'engager sur une valeur résiduelle de 10 ou 15%. C'est intéressant parce que ça veut dire que le contrat de financement ne porte que sur 90, 85% du bien. Mais dans ces cas-là, on va vous inviter à nous l'écrire et à prendre l'engagement de cette valeur résiduelle au bout de 5, 6 ou 7 ans parce que nous, naturellement, nous n'aurons financé
auprès du client est perçu que les loyers sur l'équivalent de 90 ou 85% du bien. Donc, mais il y a des domaines où parfois certains de nos partenaires prennent des engagements de 15-20%. D'accord, très intéressant, merci. De valeur résiduelle, et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le loyer est plus performant. Le loyer, naturellement, couvre une partie moins importante du bien et plus important. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive aujourd'hui à être moins cher parfois en financement qu'en investissement. C'est-à-dire que le client considère que la somme des loyers avec les intérêts financiers, potentiellement, avec des taux d'argent qui sont encore bas, qui facilitent aussi ces modèles, il faut aussi le dire avec beaucoup de franchise, que le client se dit parfois, le grand paradoxe, c'est que ça me coûte moins cher de ne pas être propriétaire que d'être propriétaire, parce que si l'hôpital ou la clinique est propriétaire d'un bien et ne sait pas s'en séparer aisément au bout de 7-8 ans, alors c'est pour ça d'ailleurs beaucoup d'hôpitaux nous appellent pour qu'on les aide à valoriser, à revendre des équipements qu'ils remplacent ou qui sont à la cave de la clinique ou de l'hôpital. Donc voilà un petit peu. Voilà, j'espère avoir répondu à C'était très clair, merci. À vos questions. Des remarques peut-être de mes collègues sur ces sujets-là ou non? Qui me disent complètement. Voilà, surtout si je dis des bêtises, normalement, ils ont ordre derrière d'intervenir. Donc voilà, si ma chaise bouge brutalement, c'est que j'ai dit une bêtise parce que je ne suis un spécialiste du financement que depuis 1 an, moi. Donc voilà, avant, j'étais surtout un spécialiste des marchés publics. Alors, grande tendance de la fin du modèle de l'investissement. Alors, cette slide est peut-être un petit peu compliquée, enfin compliquée au moins riche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus l'équipement est complexe, plus les cycles de vie sont différents et plus la notion de propriété n'a plus de sens. Aujourd'hui, vous avez un exemple ici à l'écran. Quand vous prenez un dispositif médical, si vous regardez le cycle de vie de l'équipement, le cycle de vie du stockage de la donnée, le cycle de vie des applicatifs qui sont dans l'équipement médical, eh bien, vous vous rendez compte finalement que l'équipement vit tout le temps. Et donc aujourd'hui, naturellement, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'automobile avec la digitalisation de l'automobile et l'électrification, ça veut dire qu'aujourd'hui, être propriétaire d'un bien dont plus personne ne sait aujourd'hui réellement la valeur dans 5 ans. Vous voyez le sujet de l'automobile et du diesel. Acheter un diesel il y a 3-4 ans, c'était une évidence. Aujourd'hui, le revendre, c'est probablement moins évident. Voilà, alors c'est sûr que voilà, dans le médical aujourd'hui, c'est exactement la même situation. Donc tout se mélange, les softwares, la data, l'équipement, l'impact de la réglementation qui peut naturellement vous obliger à renouveler plus vite vos équipements. Là, on vient de le vivre d'ailleurs dans le secteur de la mammographie. Vous avez eu un renforcement du contrôle qualité dans le domaine de la mammographie qui fait que certains mammographes qui ont été acquis par des établissements de santé il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui ne passent pas les contrôles qualité ou ne passent plus les contrôles qualité. Donc, vous êtes propriétaire d'un mammographe qui ne peut plus être utilisé aujourd'hui pour votre activité. Naturellement, dans un modèle de financement, il aurait été probablement plus facile de sortir du contrat et tout de suite de repartir avec une technologie conforme à la réglementation. Donc ça aussi, on sait qu'on est dans un secteur où tout peut évoluer rapidement. Quelques exemples qu'on a déjà traités chez Verso Healthcare. Alors, beaucoup d'exemples dans le domaine opératoire, interventionnel. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui dans l'imagerie médicale et puis dans tout ce qui va être électronique médicale, petits dispositifs médicaux, exploration fonctionnelle. Enfin voilà, mes collègues ont sûrement plein d'exemples aussi sur leur territoire. Mais on va dire dès qu'il y a un peu de digital ou un peu de données, le recours à l'usage est quand même croissant. Alors aujourd'hui, donc nous, je vous disais, on intervient sur l'ensemble des territoires. Alors, ce qui est très important, c'est que souvent, notre positionnement au Benelux, en Espagne, plus récemment en Italie ou en Suisse, est quand même lié à des collaborations sur d'autres territoires. Parce que souvent, un fournisseur qui bascule sur un modèle à l'usage ou un modèle économique ne le fait pas exclusivement pour un pays.
c'est souvent derrière une stratégie d'entreprise, une stratégie d'offre, une stratégie de produit. Et donc, comme on travaille ensemble, souvent, on peut commencer à travailler ensemble sur un territoire et puis se dire, ah ben tiens, ça pourrait aussi être utile à un autre territoire. Donc, on a cette approche assez croisée entre territoires. Donc, on pourrait très bien commencer à travailler naturellement avec vous sur un ou deux cas concrets sur le territoire national et répondre en parallèle ou en même temps à des problématiques ou à des préoccupations ou à des attentes que vous auriez sur les territoires que j'évoquais à l'instant. Alors, on s'est intégré, alors surtout en France, encore un peu moins à l'étranger pour l'instant, des prestations de services. Par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur des projets où dans le loyer, nous allons intégrer des prestations liées au système d'information ou à la cybersécurité du client. C'est-à-dire que nous allons expliquer aux clients, nous vous accompagnons dans la location d'un équipement médical et de manière intégrée dans le loyer, on va auditer votre organisation, on va vous accompagner sur l'intégration au système d'information, on va vous assurer une partie du risque cybersécurité. Alors ça, surtout en France, et puis progressivement, on le déploiera sur les autres territoires. Voilà. Un accompagnement spécifique secteur public, alors on va dire, très industrialisé sur la France. Aujourd'hui, on répond quasi toutes les semaines à des marchés publics. Donc, on a une cellule dédiée marché public et donc on sait aujourd'hui monter des offres de financement ou répondre à des marchés publics de financement avec des fournisseurs dans des délais courts et de manière performante. Donc, on a une cellule marché public dont j'ai la responsabilité. Sur les pays que j'évoquais, alors si je mets un peu la Suisse à part parce que le rapport au droit de la commande publique européen est un peu différent, mais on va dire que sur les autres pays, on est dans la directive européenne sur les marchés publics, donc on peut naturellement, ponctuellement vous accompagner sur des réponses à des contrats publics d'hôpitaux ou d'établissements de santé publique sur ces pays, moins sur les centrales d'achat parce que naturellement, ça nécessite parfois une implantation un peu plus forte. Mais on va dire si vous avez des appels d'offres d'hôpitaux, de groupements d'hôpitaux sur les territoires que j'évoque, avec un enjeu de financement, on peut naturellement en discuter et voir comment on peut collaborer ensemble. Voilà. Et puis, on déroule aussi beaucoup de communication, vous avez dû en voir passer pas mal, sur notre positionnement. Excusez-moi, j'ai encore une autre question. Vous travaillez sur un certain nombre de pays, vous l'avez dit. Lorsqu'il y a des appels d'offres qui viennent de MOH en dehors de ces pays, l'Asie ou l'Afrique ou peu importe, est-ce que vous pouvez nous aider ou pas? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que naturellement, comme je disais tout à l'heure, ces marchés vont avoir des spécificités que nous n'avons pas intégrées. Nous ne sommes pas capables de financer de toute façon sur ces territoires-là pour des questions parfois de positionnement, de banque, d'assurance ou d'exclusivité d'acteurs locaux. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, je dis malheureusement non. Nous ne savons pas encore le faire. Alors, on a plutôt une stratégie pour l'instant qui est plutôt, quand je dis international, c'est très Suisse et Europe. Voilà. Et j'exclus un peu le côté UK pour l'instant, qui est assez particulier. Donc, non, pas pour l'instant. D'accord, merci. Donc, dans la présentation, vous aurez les coordonnées des principaux interlocuteurs en fonction des territoires qui sont, alors ils ne sont pas tous présents, ils sont présents ou représentés. Donc, Gianmarco est là, Carl est là, Gilles et puis Vassilios représente Florent pour MDL. Donc voilà, donc naturellement, vous pouvez prendre contact et attache avec ses collaborateurs en fonction des spécificités ou attentes liées au territoire. Point important, je vous ai beaucoup parlé de valorisation et reprise. Je vous disais qu'on avait une filiale donc d'ingénieurs biomédicaux qui est Value Medical. Donc aujourd'hui, on sait naturellement valoriser et reprendre des équipements sur l'ensemble du territoire national. Mais Gilles, on commence à le faire également sur d'autres territoires, accompagner des partenaires sur la valorisation et revente
d'équipements. Je crois qu'on l'a fait récemment en Suisse. Il y a des exemples en Suisse. Au Benelux, on a fait des cas en Belgique, donc en Italie, pas encore en Italie. Mais voilà, donc on a des compétences aujourd'hui biomédicales qui sont capables aussi de vous aider pour accompagner un client sur ces territoires, pour valoriser et revendre au meilleur prix ces équipements. Alors, c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet aussi de vous mettre peut-être en première ligne pour vendre votre nouvel équipement. Et donc, ça, c'est aussi une prestation que l'on peut vous proposer, sur laquelle on peut vous, naturellement, vous accompagner. Ah, ça, c'est très important parce qu'on le voit aujourd'hui, quand vous faites une étude en coût complet, naturellement, si vous êtes capable de reprendre 20, 25 ou 30% de plus l'équipement que vous remplacez par rapport à votre concurrent, eh bien naturellement, c'est un gain de trésorerie pour votre client qui le perçoit comme un avantage. Il nous arrive aujourd'hui, nous, de gagner des projets en financement parce que nous avons valorisé et repris de manière beaucoup plus importante l'équipement d'occasion qu'un autre prestataire ne l'aurait fait. Donc ça peut aussi vous aider à vous différencier de vos concurrents. Ah oui, pardon. Pour avoir une idée, c'est quoi l'enveloppe moyenne de financement? Alors, ce que je disais tout à l'heure, on est sur on est capable aujourd'hui de monter des dossiers de financement sur des produits qui valent, je ne sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros, enfin, je ne sais pas les plus petits. Le plus petit, c'est de ma part, c'est oui. 4 000 euros. 4 000 euros, par exemple, en Italie, le plus petit qu'on ait fait. Voilà. Donc voilà, vous voyez, en Italie, comme disait John Marco, on est capable, on a fait des projets à 4 000 euros jusqu'à des projets d'1 million d'euros et plus. Mais aujourd'hui, moi, dans ce que je vois sur le groupe, on est parfois sur des offres de financement de biens qui peuvent valoir 2 000, 3 000 euros jusqu'à 8 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est assez vaste. Alors après, on ajuste les durées, naturellement, on ajuste le volume, puisque ça peut être plusieurs petits produits dans un contrat de financement, mais de fait, il n'y a pas de limite absolue. Après, c'est plus du bon sens, naturellement, du bon sens et de la logique, mais il n'y a pas de limite à la baisse et puis à la hausse, encore moins, j'allais dire. Ouais. D'accord. Et jusqu'ici, on a beaucoup parlé de public. Oui. Qu'en est-il du privé, notamment de distributeurs privés qui font par exemple de la location en HAD? Alors, c'est vrai que ça, c'est un modèle assez particulier. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal parlé public, mais il faut savoir que 95% du chiffre de Verso aujourd'hui, des 155 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, a été fait dans le privé, dans le secteur privé. Donc, l'activité publique est très, très faible aujourd'hui sur le groupe, qui se développe depuis 1 an sur les appels d'offres. On va dire que le secteur privé, nous, aujourd'hui, on a plus de 3 000 clients qui sont pour la plupart des professionnels de santé libéraux, médecins spécialisés, radiologues, ophtalmo, kinés. Donc, ce sont des gens aujourd'hui qui recourent à la location. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez sur le secteur des sociétés qui se sont spécialisées dans le HAD et dans des modèles de location. Alors, j'irais presque à dire qu'on n'est pas obligatoirement dans du financement, on est dans du service. Si c'est votre question, pour moi, c'est deux marchés un peu différents. Quand vous êtes dans l'hospitalisation à domicile, vous allez louer courte durée, parfois courte ou moyenne durée, un système de téléassistance, un lit, un dispositif d'oxygénothérapie, etc. Là, on est vraiment, nous aujourd'hui, on ne se positionne pas sur de la location courte durée. On se positionne parce que, voilà, vous me posiez la question sur le minimum du montant. Aujourd'hui, si vous m'aviez posé la question sur le minimum de la durée, on ne va pas être sur des contrats de financement sous l'année. Voilà, à peu près. Donc on n'est pas en concurrence aujourd'hui avec les prestataires d'hospitalisation à domicile. Après, c'est vrai que la question pourrait se poser. D'approcher le marché de l'HAD différemment d'aujourd'hui. Parce que c'est
ces loueurs, vous dites qu'ils font du service, effectivement, mais ils ont bien besoin de constituer un parc. Oui, Ils ont régulièrement des centaines, voire des milliers de lits ou de concentrateurs en location. bien sûr. Et dans ce cas, peut-être que vous avez un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que je me permets d'intervenir, Gilles Connac. On ne va pas, nous, avoir pour vocation de financer du particulier. C'est-à-dire qu'on s'adresse uniquement aux professionnels. La réglementation du particulier est différente aussi dans notre métier. Par contre, en termes des prestataires de services de l'hospitalisation à domicile, nous, on va pouvoir intervenir auprès des fournisseurs de matériel à ces sociétés-là. Et à partir de là, mettre en place finalement un montage de financement de leur approvisionnement. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter 10 lits sur une durée un petit peu plus longue, enfin de les porter sur fonds propres, nous, on va à partir de là leur trouver une alternative de pouvoir dire on va financer votre facture et régler le fournisseur et vous allez avoir une charge mensuelle qu'on va vous prélever et que vous allez prélever auprès du particulier parce qu'il est hospitalisé pendant 3 mois chez lui en convalescence. Il y a une raison légale aussi, c'est-à-dire qu'on doit avoir un référent sur le matériel, gérer l'intendance d'enlèvement, de replacement, de savoir où se situe le matériel est une problématique technique et juridique pour nous, alors que finalement, en finançant le prestataire de service, c'est lui qui a la responsabilité et il sait où se trouve son matériel. Voilà, et de nous en informer derrière. Mais voilà, on va intervenir plutôt en amont que sur la phase finale auprès du particulier. Alors, merci Gilles, on va peut-être prendre la chaise, Gilles, rapproche-toi, puisqu'on voulait un petit peu, pour finir cette présentation, on a fait un focus avec cette slide que Gilles d'ailleurs a travaillé bien plus que moi, pour essayer de prendre quelques cas de figure un peu spécifiques qui pourraient vous intéresser en matière d'export, enfin en matière de positionnement sur ces territoires. Et puis, donc, je laisse Gilles peut-être évoquer ces différents aspects. Merci Sébastien. Oui, l'intérêt d'une collaboration avec le groupe Verso Healthcare, c'est que finalement, on ne va pas intervenir en fin d'un processus de vente, mais plutôt en amont. Et ça, c'est une chose importante parce qu'à partir de là, on va pouvoir habiller votre offre et pas dire j'ai tel matériel, il coûte 15 000, il coûte 50 000 euros. À combien vous me le faites sur 5 ans, sur 7 ans? Finalement, c'est une notion de vente un peu trop basique, mais au final, qui fait que vous allez avoir une compétence technique et un prix. Et donc, d'abord, vous allez avoir un argumentaire avec le client sur le côté technique, et après, il va vous comparer par rapport à vos concurrents sur le positionnement prix. Donc, négociation, remise, et ce qui n'est pas forcément, on fait un petit peu abstraction de tout ce qui est service ou autre. On va plutôt travailler en amont, comme je disais, pour pouvoir intégrer dans l'habillage de l'offre des services que l'on peut associer par rapport à ceux qui sont disponibles chez Verso Healthcare, mais aussi des prestations que vous pourriez intégrer, c'est-à-dire soit une extension de garantie, soit prendre en compte le fait que après 5 ans, vous êtes intéressé à reprendre le matériel pour un certain prix qui peut permettre de faire des évolutions. Et c'est là où on va travailler sur le déploiement d'un business format, d'un habillage d'une offre qui va finalement amener de la plus-value à votre offre auprès du client parce qu'elle va être amenée des prestations de services complémentaires et à partir de là, on va se délocaliser de l'aspect commercial traditionnel d'avoir un matériel et un prix. Et l'intérêt, c'est de pouvoir reproduire cette offre sur d'autres pays européens. Alors, il peut y avoir sur une base simple financière, pour donner une image, si vous voulez, si vous mettez en place, vous avez un stock disponible de matériel et une nouveauté qui va sortir dans 6 mois. Vous avez une centaine de pièces qui sont disponibles en stock. Vous en vendez habituellement 5 par mois. Vous allez vous trouver avec un problème de stock avec une nouvelle machine qui va sortir dans les 6 mois. À partir de là, il peut être peut-être plus intéressant de faire un équivalent, par exemple, à taux zéro, plutôt que de faire 30% de remise. Pourquoi? Parce que faire de la remise, vous cassez le positionnement prix du matériel sur le marché. Et dans 6 mois, quand vous allez arriver avec la nouvelle technologie qui va être peut-être 10 ou 15% plus cher, vous allez avoir un gap et les clients ne vont plus comprendre le positionnement que vous avez sur le marché. Le fait de se dire on va mettre en place ce taux zéro sur l'ensemble des pays européens
peut vous permettre d'avoir une unité de communication, d'action et de pouvoir massivement, par exemple, décaisser du stock. Et donc, cette stratégie commerciale européenne ou sur les pays dans lesquels on est présent va vous permettre d'avoir une action commune qui permet d'atteindre vos objectifs un petit peu plus facilement. Voilà. Et d'autant plus si on part sur un business format qui prévoit des renouvellements de matériel, on passe dans la deuxième partie avec des équipements reconditionnés. Ça veut dire qu'on va pouvoir se dire, tiens, au bout de 5 ans, mon matériel vaut 15% de sa valeur. Je suis prêt à le revendre, peut-être à le reprendre pour aller sur un autre marché. Alors, les marchés ont des maturités différentes en fonction des typologies de matériel. Et il peut être concevable que vous avez des difficultés à pénétrer un marché parce qu'il n'est pas à même de pouvoir acheter le prix de matériel neuf sur le marché équivalent au marché principal. Par contre, si après 5 ans, vous le vendez pour 30% du prix, peut-être que là, il pourrait l'acquérir. Et donc, le fait de valider ce cheminement et ce business format à plusieurs étapes vous permet finalement, au bout de 5 ans, de pouvoir faire une nouvelle vente sur le marché principal et puis de réaliser une vente secondaire sur un deuxième marché. Donc, d'avoir fait 2 ventes, voire 3, puisque la première vente s'est faite. 5 ans après, vous en faites une deuxième. Vous renouvelez le matériel d'occasion. Ça fait une 3e. Donc, il vous permet de réaliser un peu plus de chiffres et d'avoir conscience un peu de cette projection commerciale à moyen long terme. Le 3e point que je mettais en avant, c'était dans le cas où vous travaillez depuis la France avec des distributeurs. Vous avez plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que vous êtes au début de votre activité, un distributeur vient vous voir en disant ça m'intéresse de prendre vos produits en distribution, vous n'êtes pas présent sur ce marché-là, pourquoi pas. Bon, voilà. Finalement, il vous passe une première commande et au bout de 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas un gros développement d'activité. Ceci dit, si vous le laissez libre de choisir son partenaire financier, si vous décidez de changer après 3 ans de partenaire distributeur, mais vous avez perdu la base installée. Vous ne savez pas forcément où sont vos clients et quelle est leur spécificité, leur problématique. Le fait qu'on puisse collaborer ensemble peut vous permettre de suivre cette base installée. Et forcément, de dire, tiens, j'ai besoin de faire une évolution. Ils ont acheté il y a 5 ans, c'est qui? Est-ce que je peux aller les revoir? Donc, soit de la transmettre au nouveau distributeur ou vous de le gérer en direct dans ce développement d'activité. Voilà. Le deuxième point sur lequel on peut aider, c'est que sur de nombreux pays, vous commencez une collaboration, ils ont 5-6 commerciaux, il faut qu'ils achètent 5-6 machines, plus 2 pour le showroom, 1 pour les pièces détachées ou en remplacement en cas de panne. Bon, il faut qu'ils achètent 10 machines. Bon, l'investissement, même si vous faites une remise, l'investissement peut être significatif. Et donc, vous livrez les matériels, 3 mois après, ils ne vous ont pas payé, et vous rentrez dans cette situation qui est délicate où vous êtes au début d'une relation commerciale avec un partenaire distributeur et rentre une problématique de paiement et qui commence à faire que vous allez, le ton va monter et vous allez finalement générer une relation possiblement conflictuelle alors que on pourrait nous la solutionner en montant un dossier de leur approvisionnement de matériel de démonstration, de leasing sur du matériel de démonstration. Ce qu'on sait très bien faire. Donc, vous êtes payé, vous êtes serein, vous enlevez cette problématique-là. Voilà. L'autre point qui peut être intéressant, c'est que vous n'avez pas de distributeur, vous êtes basé en France et vous avez un client qui veut vous acheter sur l'Espagne. Aujourd'hui, la seule solution que vous avez, c'est un paiement d'avance. Voilà, parce que sinon, si le client ne veut pas payer d'avance, mais vous n'allez pas prendre le risque parce que vous n'allez pas savoir où il est, quelle est sa situation financière ou autre. En fait, nous consulter, ça va vous permettre de valider en amont une proposition financière, une fois qu'elle est validée, de valider aussi de notre côté la santé financière du client et de vous dire on a un accord de financement, ça veut dire qu'on a étudié et on sait qu'on peut le financer. Et à partir de là, cet accord vous permet de livrer la machine et dans les faits, exactement. C'est-à-dire que l'accord vous permet de préparer la commande. Nous, on fait signer les documents contractuels. À partir de là, on vous informe que vous pouvez livrer le matériel, signer le PV
et à partir de là, nous vous réglerons derrière. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir un interlocuteur local qui parle la langue et qui va pouvoir contacter le client pour récupérer les documents financiers, pour valider un accord de financement. Vous sécurisez votre process de paiement et après, vous vous concentrez sur l'activité de vente et vous n'allez pas passer trop de temps sur cette relation commerciale à l'export qui peut être chronophage aussi d'échange avec un client. Donc, je dirais que la prestation de base de l'engineering financier peut être reproduite sur les différents pays européens, mais en complément, on va fournir une prestation que vous n'allez pas trouver auprès d'une banque ou auprès d'un autre prestataire financier qui va être plutôt l'accompagnement dans la réflexion commerciale d'un business plan, vous permettant de pouvoir envisager peut-être différemment une technique commerciale que vous avez et surtout de pouvoir la reproduire sur d'autres pays. Et donc, à partir de là, avoir un vrai partenariat sur le long terme. Merci Gilles pour ces éléments très complets et ces informations. Je pense qu'on est arrivé au bout des éléments de présentation que nous avions prévus. Donc, naturellement, on peut passer maintenant, si vous le souhaitez, aux échanges, aux questions que vous auriez à ce sujet. Voilà. Merci pour votre attention. En tout cas. Merci beaucoup. Elisabeth a une question. Non, je n'ai pas de question. Je m'apprêtais à vous remercier simplement pour cette présentation extrêmement complète et très intéressante. Voilà. Merci Elisabeth. Moi, je voulais juste préciser que j'ai eu une perte de connexion et j'ai pas eu la fin de votre réponse, Gilles, tout à l'heure quand j'ai posé une question sur des parcs locatifs. Bon, je crois avoir compris l'ensemble. Pour préciser s'il faut ce petit point. Oui, rapidement, en fait, sur les sociétés qui sont prestatrices de services pour l'hospitalisation à domicile, on va financer finalement l'approvisionnement de cette société-là. Et au lieu qu'elle vous achète le matériel qu'elle va mettre à disposition des particuliers, en fait, nous allons ensemble lui proposer une solution de leasing. Donc, elle aura une mensualité au lieu d'avoir un investissement. Et entre le montant que nous allons la prélever et le montant que va payer le client ou la sécurité sociale en compensation de la mise à disposition des matériels d'hospitalisation à domicile, ils vont récupérer de l'argent entre les deux. Donc, on va les accompagner dans ce cadre-là. Mais nous n'avons pas la possibilité de financer des particuliers. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de justement permettre de créer un parc locatif et donc vous allez bien répondre. Je vous en prie. Merci. Moi, j'avais, non pas une question, enfin, c'est une question. Bertin Médicol se développe surtout dans le grand export. Bon, par les pays que vous proposez, on a très peu, malheureusement, de marché. Si ce n'est effectivement qu'on veut se développer en France. On s'adresse à qui pour la France? J'ai vu passer les différents pays avec les noms des personnes, mais pour la France, c'est qui? Pour la France, contactez-moi directement. Sébastien Topiac, vous avez mes coordonnées dans l'invitation et puis naturellement, je vous mettrai en relation et avec les bonnes personnes s'il faut. D'accord, merci. J'avais une petite question également sur le type de service que vous associez au matériel en général. Qu'est-ce que vous arrivez à valoriser en plus de la vente du matériel? Alors, on a évoqué, c'est vrai, un certain nombre de services. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si on est un groupe né de l'ingénierie financière, il y a 11 ans, on a aujourd'hui un certain nombre de filiales qui finalement proposent un certain nombre de services autour de l'équipement ou du plateau technique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans un loyer lié à un équipement? On peut intégrer des prestations d'audit et d'accompagnement de l'organisation utilisatrice de l'équipement. On le fait par exemple dans des cabinets de radiologie. On peut intégrer des prestations de connexion au système d'information et de mise à jour. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de lits hospitaliers ou de lits digitaux demain ou de lits connectés. On pourrait très bien imaginer un établissement souscrire un loyer, une offre de financement qui intègre le dispositif, le lit,
mais qui intègre également un accompagnement sur l'intégration de ces dispositifs dans le système d'information, sur la gestion des données patients associées, sur la cybersécurité. Donc après, on va lisser dans le loyer potentiellement des prestations de services qui auraient été de manière isolée, soit vendues dans des modèles SaaS, ça peut être un outil de pilotage type en modèle SaaS. Donc c'est soit du soft, soit de la prestation d'audit, soit de l'accompagnement, système d'information ou sécurité, numérique. Alors, on a même un exemple là assez rare que l'on est en train d'opérer dans un domaine très de radiothérapie, où on va même intégrer dans le loyer un accompagnement à un plan de communication interne et externe du client. Le client finance un équipement de très haute technologie pour plusieurs années. Eh bien, il souhaitait dans le loyer que le prestataire de financement ou d'ailleurs l'intégrateur l'accompagne également sur les sujets de communication interne et externe liés à l'utilisation de cette technologie. Mais ça peut être par exemple aider un établissement à recruter du patient, à promouvoir la solution auprès de ses correspondants médicaux. Donc aujourd'hui, comme on tourne autour de l'équipement et du plateau technique, on peut assez facilement proposer ces prestations, mais de manière maintenant assez quasi systématique. Ce qu'on va intégrer dans le loyer, je vous dis, c'est toutes les problématiques de connexion au système d'information et les problématiques croissantes liées à la data, à la gestion et à la sécurisation de la donnée. Okay. Merci. J'ai une question complémentaire du coup. Est-ce qu'on peut intégrer des services proposés par d'autres sociétés qui seraient complémentaires de notre produit? Est-ce que ça peut se faire comme ça ou est-ce que c'est un petit peu touchy puisqu'on dépend d'une autre société? Est-ce que c'est un peu risqué d'intégrer ce type de choix-là? Quand on monte un projet de financement, il y a deux risques que l'on va analyser. Le risque lié au client qui va payer les loyers et puis le risque lié à là où les sociétés partie prenante de la solution qui est financée. Donc aujourd'hui, naturellement, comme on n'a pas l'intégralité des services dans notre catalogue, j'allais dire, on peut très bien imaginer avoir une association entre du hardware d'un fournisseur, du software qui viendrait d'un autre. On va naturellement ensuite regarder le risque de manière globale, c'est-à-dire qu'on va regarder le risque de chaque société, le risque de chaque sous-ensemble, mais rien n'interdit de monter un contrat de financement et un loyer, tout inclus, qui mixerait plusieurs sous-ensembles, hardware, software, aménagement technique, logiciel, issus de plusieurs fournisseurs. Okay. Ça fait un seul loyer pour le client en plus, c'est beaucoup plus simple. Chaque prestataire ensuite étant rémunéré de son service fait, soit de fourniture, soit de mise à disposition du logiciel. Mais c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que ça permet aussi, par le financement, de simplifier énormément, j'allais dire, l'approche du client, qui lui se retrouve avec un loyer unique qui intègre tous les prestataires, la maintenance, l'entretien. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ça marche. Merci Sébastien. Vous avez d'autres questions, remarques? Est-ce que vous, d'ailleurs, dans vos domaines respectifs, parce que on a naturellement connaissance de votre inscription, mais on n'a peut-être pas en détail connaissance de tous vos portfolios ou de vos solutions, etc. Est-ce que finalement, vous vous êtes inscrit à cet atelier sensibilisation parce que vous avez des demandes croissantes, parce que c'est une vraie question que vous vous posez dans la différenciation par rapport à vos concurrents? Est-ce que finalement, vous avez des concurrents qui sont déjà sur ces modèles et vous dites si on n'y va pas, on va se retrouver un petit peu pris de court? C'est presque moi qui ai une question. On va inverser un peu le sujet. C'est aussi intéressant pour nous de comprendre un petit peu ce qui a pu motiver votre participation à cet atelier. Bon, je peux prendre la parole pour Bertin, et puis je laisserai aux autres le soin de donner leur position. Pour Bertin Medical West, on fait des banaliseurs de déchets hospitaliers. On fait 99%, c'est pas 100% au grand export, donc sur les zones Asie, Afrique, Amérique. On commence à se développer en Europe, mais pas sur les pays malheureusement sur lesquels vous êtes, c'est-à-dire UK et Europe de l'Est et Russie.
Et on va dire qu'on est en train d'essayer d'attaquer les pays proches, donc d'où l'intérêt que nous avons, et en particulier la France. Ce qui paraît complètement illogique de démarrer par le grand espoir et de revenir sur la France, mais c'est le cas. Donc, d'où l'intérêt de vos formules pour pouvoir répondre aux hôpitaux et puis certainement aux centrales d'achat. Mais bon, j'ai très peu d'expérience sur la France, donc c'est pour ça que je suis intéressé par vos solutions. Ça, c'est aussi quelque chose, votre remarque est très intéressante, c'est-à-dire qu'au-delà de notre métier de financement, naturellement, on est sur un groupe de 120 collaborateurs aujourd'hui, et c'est vrai que l'expérience que l'on peut avoir en France et ailleurs sur la relation client, les hôpitaux privés, publics et les centrales d'achat, c'est aussi pour nous mettre à disposition cette expertise et ce savoir avec nos partenaires sur le positionnement. Ce n'est pas juste trouver un modèle économique, c'est aussi de vous dire, au regard d'expertise que moi je peux avoir après 20 ans dans le secteur public ou que mes collègues ont sur le secteur public ou privé, c'est de dire par rapport à vos produits, nous on pense qu'il faut mieux commencer par telle cible, nous on pense qu'il faut mieux peut-être ce modèle économique, il faut mieux telle durée de contrat. Enfin, on n'est pas là juste en réponse financement à une demande que vous allez nous faire. On va aussi essayer de travailler ensemble pour conquérir ensemble le marché et pour satisfaire plus de clients. Donc, c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on noue des partenariats aujourd'hui. Très bien, on aura le temps d'approfondir avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir, merci à vous. Du côté de Sublimed, Antoine, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet atelier? Déjà, globalement, dans le commerce, depuis longtemps, comme on l'a évoqué dans la voiture, apporter une solution de financement peut générer la vente. Mais chez nous, chez Sublimed, on est sur des produits qui sont remboursés par la Sécu en France et idem à l'étranger. Et la solution serait de faciliter l'achat d'un gros parc locatif une fois que le produit devient remboursé dans un pays. Donc voilà, pour savoir expliquer. Bien, merci en tout cas de votre participation, Antoine. Merci pour ces informations. Antoine, je te ferai parvenir le replay si tu as eu des problèmes de connexion et que tu as raté des moments. Je vais t'envoyer le replay. Très bien, merci bien. Avec plaisir. Un replay gratuit, Elisabeth. Ce n'est pas un replay payant sur 24 mensualités. Nous n'avons pas mis en financement ou en location le replay. Pour les membres French Healthcare. Voilà, pour les autres, c'est au moins sur 10 ans. C'est gratuit et exclusivement réservé. Ce replay vaut de l'or. Alors, non, mais en tout cas, nous, c'est une grande chance de pouvoir le faire et déjà de remercier tous ceux qui se sont connectés. Et puis, je pense que ça nous permet, nous aussi, de faire connaître finalement un certain nombre d'éléments qui sont souvent mal connus ou c'est vrai, toujours un petit peu, il y a beaucoup de légendes urbaines, entre guillemets, autour du financement. C'est pas pour nous, c'est trop cher, alors que finalement, c'est quand même une tendance de fond et l'investissement à terme va quand même devenir l'exception. Le marché est en train de s'inverser. Et comme je disais, c'est exactement ce qui se passe au quotidien, sur sa box, sur son téléphone, sur sa voiture, j'allais dire, c'est exactement la même tendance. Okay. Si on n'a pas d'autres questions ou remarques, on va peut-être clôturer. Juste une pour clôturer, peut-être d'autres pays à ouvrir bientôt. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est des réflexions que l'on a. Alors, après, il y aurait peut-être certaines logiques après les pays qu'on a évoqués, mais on y réfléchit parce que, comme je disais, c'est assez complexe. Il faut étudier le droit, il faut étudier… On a beau être en Europe, souvent tout ça nous paraît évident, mais on a vu, Gilles le sait, puisque c'est Gilles qui a créé et pilote la filiale en Espagne, j'allais dire, le droit des sociétés, le rôle du notaire, il faut comprendre, en Espagne sur les contrats de financement, qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. C'est vrai qu'il faut étudier tous ces aspects-là, et puis le marché. Est-ce que le marché est prêt? Est-ce qu'il y a une tendance au financement? Et puis surtout, quel est le risque client? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant que financeur, quand nous développons un tel parc d'actifs, le risque de non-paiement
client est un risque important et il n'est déjà pas toujours facile de recouvrer en France. En tant que société française, vous imaginez bien l'ensemble des précautions qu'il faut prendre dans d'autres pays pour la partie accord bancaire, financement, assurance, et puis le cas échéant, comment le droit s'applique, comment recouvrer une créance. Donc pour l'instant, pas de scoop, mais naturellement, comme vous l'avez vu, on communique beaucoup. Donc dès qu'une annonce sera à faire, on la fera. Et puis French Healthcare, en plus, la relayant avec une très grande réactivité. Alors là, je pense que tout le monde le saura, mais je pense qu'il faut avancer déjà étape par étape et bien satisfaire nos partenaires et nos clients. Bon, Verso ne nous dévoilera pas aujourd'hui sa stratégie d'internationalisation. Non. En tout cas, sans trahir de grands secrets, elle est quand même fortement européenne. Voilà. D'accord. Pas d'USA dans les mois à venir. J'ai vu que Bertin est exposant en septembre au film de Miami. Non. Pas d'USA alors. Pas à ma connaissance, du moins. C'est un groupe très dynamique, on ne sait jamais, mais là, ce sont déjà, sont des marchés. Puis il y a des acteurs déjà, je pense, sur ces marchés qui sont ô combien déjà implantés et très performants. Voilà. Bien. Un grand merci à nos amis de Verso Healthcare, Sébastien Topiac, encore une fois, au rendez-vous pour soutenir les entreprises françaises dans leur développement à l'international. Donc, merci beaucoup. Merci à tous nos adhérents aujourd'hui connectés. Je sais que certains ont dû nous quitter en cours de route. Vous recevrez tous un replay, un lien vers un replay dans la semaine. Et si vous avez des questions, ou si vous voulez prolonger les échanges, je vous enverrai également les coordonnées de Sébastien et de son équipe pour que vous puissiez le contacter et prolonger les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci bien. Excellent. Merci à tous. Merci à vous. Merci bien. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Tech.